Et si on partait d'une idée un peu dérangeante? L'idée que la violence, ce n'est pas vraiment un défaut moral, un bug dans notre logiciel humain, mais plutôt une réponse archaïque, une stratégie de survie. C'est le point de départ de notre exploration aujourd'hui, et elle s'appuie sur une série de notes vraiment fascinantes qui décortiquent tout ça, les racines biologiques de la domination, de la soumission. Notre mission, en quelque sorte, c'est de regarder la violence différemment. Plus comme un choix, mais comme une pure mécanique. Une mécanique du système nerveux face à la peur. Les sources qu'on a sont très claires là-dessus, elles décomposent tout, du cerveau reptilien jusqu'à nos sociétés. Donc on va essayer de comprendre pourquoi on réagit par la lutte, la fuite, la sidération, et comment tout ça au final façonne le monde. On plonge là-dedans. C'est un excellent point de départ. Parce que ce que ces notes proposent, c'est un vrai changement de paradigme. On quitte le tribunal moral, si vous voulez. On arrête de juger les gentils, les méchants, pour entrer dans le laboratoire du biologiste. Et le concept clé, c'est la peur. C'est vraiment ça. La peur, c'est l'interrupteur qui active des programmes de survie quasi automatiques. Des programmes sur lesquels, en fait, notre libre arbitre a très peu de prise sur le moment. C'est une idée très forte, ça. Ça déplace complètement la question. On se demande plus qui est mauvais, mais qui a peur? Ça change tout. Si on commence au niveau macro, les notes disent que la violence, elle apparaît là où la sécurité manque. C'est une sorte de cascade de réactions, c'est ça? C'est exactement ça. Une cascade neurobiologique. Tout part d'un signal de peur. L'alarme de notre corps. Et si cette alarme sonne tout le temps, si l'insécurité est chronique, le système nerveux entre en état d'activation permanent. C'est épuisant. Et pour sortir de cette angoisse, le corps cherche une solution active. Et la plus primitive, c'est de prendre le contrôle. Et c'est là qu'on voit apparaître les comportements de lutte et de domination. Attendez, si je suis bien le raisonnement, ça voudrait dire que la volonté de dominer, qu'on associe à la méchanceté en fait, ce serait une stratégie pour gérer sa propre anxiété? C'est la thèse un peu provocatrice, oui. D'un point de vue purement biologique, chez les mammifères sociaux, le dominant c'est qui? C'est celui qui sécurise son accès aux ressources. La nourriture, le territoire, la reproduction. Dominer, en fait, c'est réduire l'incertitude, c'est rendre le monde prévisible. La fonction première n'est pas la malveillance, mais une tentative, parfois désespérée, de réguler sa propre peur en contrôlant l'extérieur. Et ça m'amène à une autre idée que j'ai trouvée vraiment frappante dans les sources. Elle parle d'un couple biologique, la lutte et la soumission. Comme si l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Précisément, ce n'est pas à sens unique. Face à l'insécurité, certains systèmes nerveux vont choisir la réponse lutte, le fameux fight. Ça se voit par la recherche de contrôle, une posture d'autorité, mais en miroir, d'autres systèmes nerveux vont activer le mode soumission ou figement, le fawn ou le freeze. Leur stratégie, ça va être l'obéissance, le silence, pour ne pas attirer l'attention. J'essaye de me représenter ça. Est-ce que ça veut dire que la domination n'est possible que parce que la soumission est une option biologique? C'est le point crucial. Ces deux postures se co-créent, elles se renforcent. Le comportement de domination génère de la peur, ce qui active la soumission chez l'autre. Et la soumission de l'un valide la stratégie de l'autre, qui se sent plus en sécurité et continue. C'est une danse tragique qui s'auto-alimente. Le problème, c'est quand la société vient figer cette danse. Et comment ça se manifeste, cette fossilisation? Partout. Les hiérarchies d'entreprises très verticales, les systèmes éducatifs basés sur la punition, la peur de l'exclusion sociale, tous ces systèmes institutionnalisent cette dynamique dominant-dominé. Et la conséquence, c'est que le système nerveux collectif, si on peut l'appeler comme ça, se retrouve coincé en mode survie. On est en alerte permanente. Et ce mode survie collectif, c'est la somme de nos réactions individuelles, ce qui nous remène à ces fameuses réponses instinctives, les 4 F. Exactement. Ces 4 réponses sont la lutte, la fuite, la sidération et la soumission. Fight, flight, freeze, fawn. Et il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas un choix rationnel. C'est le système nerveux autonome qui décide, en une fraction de seconde, en se basant sur toute notre histoire, de la meilleure stratégie de survie. D'accord. Alors, lutte et fuite, je pense qu'on voit à peu près. C'est l'adrénaline, soit on se bat, soit on court. C'est assez intuitif. Oui, pour ces deux-là, c'est une activation du système sympathique. Pour la lutte, on aura de la colère, de la confrontation. Pour la fuite, ce sera l'évitement, l'isolement, ou même la fuite mentale dans la distraction, le travail. L'idée, c'est de mettre de la distance. Mais les deux autres sont beaucoup plus troublantes.
Surtout la sidération, le freeze. Comment est-ce que ne rien faire, être paralysé, peut être une stratégie de survie? Ça semble complètement contre-productif. C'est là qu'il faut se reconnecter à notre biologie animale, en fait. Face à un prédateur, quand on ne peut ni lutter, ni fuir, la paralysie peut sauver la vie. On passe inaperçu. C'est un effondrement de l'énergie, un disjoncteur interne. Le corps est à la fois hyperactivé à l'intérieur et immobile à l'extérieur. Et les notes précisent que c'est très fréquent chez les enfants ou les personnes traumatisées. Leur système a appris que bouger pouvait aggraver le danger. Et la quatrième, la soumission, le faune. Ah, celle-ci est plus subtile. C'est une stratégie de survie sociale. Ça consiste à anticiper les désirs de l'autre pour le calmer, éviter le conflit à tout prix. C'est dire oui en pensant non. C'est s'adapter à l'excès. Pour un enfant, c'est vital, car sa survie dépend du lien à l'adulte. Le problème, c'est quand ce réflexe persiste à l'âge adulte. C'est la personne qui sort d'une réunion et se dit « Mais pourquoi j'ai dit oui à tout ça ?» Ce n'était pas un manque de courage, c'était son système nerveux qui protégeait sa place dans le groupe. Revenons sur la sidération, parce que les sources y consacrent vraiment du temps. Elles insistent, ce n'est pas une absence de réaction, c'est une réaction maximale. Et ça change tout, parce que socialement, on voit ça comme de la passivité. C'est l'erreur la plus commune et la plus destructrice. Le corps de la personne sidérée est en mobilisation extrême. Il a juste calculé que l'immobilité était moins dangereuse que l'action. C'est pour ça que des phrases comme « mais bouge-toi » ou « pourquoi tu n'as rien dit » sont terribles. Elles confirment au système nerveux qu'il est en danger, qu'il n'est pas compris. Et ça renforce la paralysie. D'accord. Et donc, comment on en sort? Les notes proposent un protocole, une sorte de redémarrage du système? Oui, un protocole très concret, très corporel, en 5 étapes. L'idée, c'est d'envoyer au cerveau des micro-signaux de sécurité, pour lui dire « l'alerte est terminée ». La première étape, c'est orienter. Très simple. Nommer dans sa tête 3 choses qu'on voit, 2 sons qu'on entend et une sensation, comme ses pieds sur le sol. Ça force le cerveau à revenir dans le présent. Ok, on se reconnecte au ici et maintenant. Et ensuite? Étape 2. La respiration non invasive. Surtout pas de grands exercices de respiration. Juste observer son inspiration et allonger très légèrement l'expiration. Même une seconde de plus. Ça envoie un signal de calme aux nerfs vagues. C'est subtil. La troisième, c'est le micro-mouvement. Donc on ne se met pas à courir, j'imagine. Exactement. Surtout pas. Juste prouver au corps qu'il n'est plus paralysé. Bouger un orteil dans sa chaussure. Serrer un poing. S'envelopper dans un plaid pour sentir ses contours. Le cerveau enregistre « Ah, je peux bouger, le danger est peut-être passé ». D'accord. Et les 2 dernières étapes, elles sont plus psychologiques. Oui, mais toujours ancré dans le corps. La quatrième, c'est la validation, se dire à soi-même « Mon corps a fait ce qu'il a pu pour me protéger ». C'est une reconnaissance, pas une analyse. Ça court-circuite la honte. Et enfin la cinquième, si c'est possible, le retour au lien. La présence calme de quelqu'un de bienveillant, une voix douce. La sécurité relationnelle, c'est le régulateur le plus puissant pour nous les mammifères. C'est fascinant parce que ce protocole individuel, on peut le transposer au collectif. Les notes font le lien avec le cercle de parole comme un espace pour défiger les gens. C'est comme créer une micro-société qui inverse la dynamique de domination, en fait. C'est tout à fait ça. Les règles d'un cercle de parole sécurisant, ce sont des contre-mesures directes au mécanisme de peur. Le droit de se taire, de parler lentement. La règle d'or, aucune réaction n'est corrigée, n'est jugée. On ne demande pas « pourquoi tu as fait ça ?», mais plutôt une question douce comme « qu'est-ce que ton corps a fait pour te protéger à ce moment-là ?» On passe du jugement à la curiosité. Ce qui nous amène aux conséquences sociales plus larges. Les notes parlent de violence légitime, celle qu'on ne voit même plus. Oui, la violence normalisée, celle qui est justifiée par un « c'est pour ton bien ». L'éducation punitive, le management par la pression, c'est invisible pour la société, mais le système nerveux, lui, il enregistre la menace. Et le message qu'il reçoit, c'est « ma propre sensation de danger n'est pas valide ». C'est un terreau incroyable pour la sidération. Et c'est là que le silence prend tout son sens. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est un calcul coût-bénéfice biologique. Parler, protester, c'est risquer le rejet, la punition, la rupture du lien. Se taire, c'est souvent la stratégie la plus sûre pour préserver ce lien, même s'il est toxique. Du coup, le non-dit, la honte, deviennent le ciment qui maintient les structures de domination.
Donc, si je comprends bien, à force d'être exposé à ça et de devoir se taire, le mécanisme devient interne. C'est ce que les notes appellent la domination intériorisée. L'oppresseur n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur de nos têtes. C'est une excellente image, oui. L'autorité externe devient une voix interne, une sorte de critique permanent qui murmure « Tais-toi, c'est de ta faute, ne fais pas de vagues ». Et à ce stade, la société n'a même plus besoin d'exercer de contraintes. Le corps se contraint lui-même. La surveillance est devenue autosurveillance. Alors, quand on met tout ça bout à bout, la conclusion est assez radicale. Comprendre cette mécanique, ça ne veut pas dire excuser la violence, mais ça change complètement la façon d'y répondre. Absolument. Un individu violent n'est pas l'incarnation du mal. C'est, le plus souvent, un individu dont le système nerveux est saturé par la peur. Une peur qui n'a jamais pu être régulée. Comprendre ça n'excuse rien, mais c'est la seule voie pour prévenir la violence à la source, au lieu de juste la punir après. Et le message central, il est là. Une société violente n'est pas une société mauvaise. C'est une société qui a oublié comment créer de la sécurité. Du coup, la véritable subversion, la vraie révolution, ce n'est pas de renverser le pouvoir pour qu'un autre dominant prenne la place. Ce serait juste changer les acteurs de la même pièce. La vraie subversion, c'est de changer d'état nerveux, de créer les conditions pour que notre système puisse enfin basculer du mode survie au mode sécurité. C'est pour ça que ces espaces non hiérarchiques, ces cercles de parole, ou même un cadre de travail simplement clair et respectueux, sont bien plus qu'une simple gentillesse. Ils sont profondément subversifs. Parce qu'ils s'attaquent à la racine biologique de la domination. Ils offrent une alternative à la danse de la peur. Pour finir, il y a une dernière pensée dans ces notes qui m'a vraiment marquée. Oui, une pensée qui réconcilie. Elle suggère que, face à la peur, notre corps n'a jamais cherché à nous trahir. Il a toujours, sans exception, fait de son mieux pour nous protéger avec les outils qu'il avait. Et ça soulève une question importante pour conclure. Si guérir ne consiste pas à devenir plus fort, mais simplement à se sentir de nouveau en sécurité, alors quelles sont les sources de sécurité réelles et non illusoires que nous pouvons commencer à cultiver dès maintenant dans nos vies et dans nos communautés ?